Le fleuve ne prévient pas. Dans le bassin amazonien, l'eau n'est pas seulement une ressource, c'est une frontière, un territoire et une condition permanente de vie. Entre la saison sèche et la crue, des forêts entières peuvent se transformer en une mer temporaire. Le sol ferme apparaît, puis disparaît pendant des mois. Sous cette surface, un anaconda peut détecter des vibrations bien avant que vous ne perceviez sa présence. En eau basse, un banc de piranhas réagit en quelques secondes à la moindre trace chimique de sang. Et pourtant, certains peuples ne traversent pas ces fleuves par hasard. Ils les appellent foyers depuis des générations. Bienvenue sur Tribus du Monde. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans 5 territoires où une traversée mal évaluée n'offre aucune seconde chance. Des communautés à contact limité jusqu'à celles qui vivent totalement à l'écart du monde extérieur. Si vous recherchez un documentaire rigoureux, sans sensationnalisme, restez avec nous. Car, une fois arrivé au dernier fleuve, vous comprendrez pourquoi le plus grand danger n'est pas toujours le plus visible et comment l'on survit lorsque chaque mouvement dans l'eau peut attirer un prédateur que l'on ne verra pas venir. Nous commençons par le territoire du plus petit des anacondas et par le domaine des piranhas, presque invisibles sous la surface. En Amazonie, le danger ne se mesure pas en mètres, il se mesure à ce qu'on ne voit pas. Nous nous situons dans le bassin du fleuve Urubamba, en Amazonie sud-orientale du Pérou. Parmi les affluents du Manu vit le peuple Matsigenka, une population estimée à environ 12 000 personnes, réparties en communautés présentant différents degrés de contact avec le monde extérieur. Nous sommes à l'intérieur du parc national de Manu, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987, avec plus de 1,7 million d'hectares et l'une des plus fortes concentrations de biodiversité documentées sur la planète. Ici, le fleuve n'est pas seulement une source de subsistance, c'est une barrière. Pendant la saison des pluies, entre novembre et avril, le niveau du Manu peut s'élever de plusieurs mètres, effaçant totalement les gués utilisés en saison sèche. Là où existait autrefois un passage stable, apparaît un courant opaque, au fond invisible. Les Matsigenka ne traversent jamais par habitude. Ils observent la couleur de l'eau, la vitesse des troncs emportés par le courant et les variations du niveau au fil des heures. Si le comportement du fleuve n'est pas prévisible, ils attendent. Une erreur ne se corrige pas au milieu d'une traversée. Dans les environnements urbains, franchir un fleuve est un acte presque invisible. L'infrastructure absorbe le risque. Ici, aucune médiation n'existe. Chaque traversée doit être évaluée comme si c'était la première. En absinthe, lisant dans l'eau des signaux dont dépend la survie. En saison sèche, lorsque le débit diminue, les piranhas se concentrent dans des poches d'eau isolées et des zones calmes latérales. Les études menées dans ces systèmes fluviaux confirment ce schéma dans des régions de transition andino-amazonienne, comme le Manu, d'où une règle stricte: ne jamais nettoyer le poisson dans le fleuve et ne pas entrer dans l'eau avec du sang sur les mains après la pêche. Le risque ne réside pas uniquement dans les prédateurs, il résulte d'une combinaison de facteurs. Dans les Aguajales, zone marécageuse dominée par Mauricia flexuosa, et le long des lisières de végétation dense vivent 2 espèces d'anacondas. L'anaconda vert, Eunectes murinus, documenté en Amazonie péruvienne avec des individus pouvant dépasser 6 mètres, et l'anaconda de Beni, Eunectes beniensis, plus petite, mesurant généralement entre 3 et 4 mètres. C'est le plus petit anaconda que nous verrons aujourd'hui, mais sa taille ne la rend pas moins dangereuse. Même à ces dimensions, une rencontre à courte distance dans l'eau peut devenir critique. Et dans les habitats fermés qu'elle fréquente, l'espace restreint annule tout avantage potentiel lié à sa moindre taille. Les Matsigenka ne classifient pas selon la taxonomie scientifique formelle. Ils distinguent par taille et comportement. Ils savent que les plus grands spécimens fréquentent les aguajales et les berges densément végétalisées.
Ils savent que l'activité varie selon les moments de la journée. Et ils savent que la vulnérabilité augmente lorsqu'une personne est seule ou en eau profonde. Pour eux, peu importe qu'elle mesure 3 mètres ou 7, ce qui compte, c'est l'endroit et le moment. Les bains de tapir, lieu où le tapir amazonien, l'un des plus grands mammifères terrestres d'Amérique du Sud, entre régulièrement dans l'eau, sont des espaces stratégiques de chasse, mais aussi des points d'embuscade potentiels. Ici, la taille n'est pas la variable décisive, le contexte l'est. L'alimentation Matsigenka associe agriculture, pêche et chasse. Le manioc amer, Maniote esculenta, est transformé par râpage et pressage afin d'éliminer les composés cyanogènes. Il est complété par la banane plantain, le maïs, les suris, larves de Rhynchophorus, des poissons comme le bokichiko et le tucunaré, ainsi que du grand gibier tel que le tapir. Mais dans ce territoire, tout déplacement mal évalué a un coût immédiat. La forêt ne dissimule pas seulement des prédateurs. Elle abrite aussi des menaces microscopiques, parasites, bactéries et vecteurs capables de transformer une simple piqûre ou un contact accidentel avec l'eau en une maladie invalidante. Des conditions sanitaires régulièrement documentées dans cette région amazonienne. Un organisme non adapté à cet environnement, comme celui d'eux. La plupart d'entre nous y présenteraient une vulnérabilité immédiate. La plus petite des anacondas reste derrière nous. Ce qui suit appartient à des eaux où l'erreur n'accorde aucune seconde chance. Un anaconda de plus grande taille et des piranhas qui ne traversent pas le fleuve parce que le fleuve est leur demeure. Bienvenue sur le territoire Yagua. Nous sommes en Amazonie nord-occidentale du Pérou, dans la région de Loreto, entre les fleuves Napo, Putumayo et le cours principal de l'Amazone. Ici vivent entre 4000 et 6000 personnes, réparties en communautés dispersées, entourées de canaux et de kochas, des lacs amazoniens aux eaux calmes, formés par d'anciens méandres du fleuve. Pour eux, l'eau ne se contemple pas, on y marche. Comment votre perception de l'environnement change-t-elle lorsque vous ne pouvez pas voir où poser le pas suivant? Imaginez-vous debout dans une kocha, l'eau jusqu'à la poitrine. Le fond est mou, irrégulier. Vos pieds disparaissent à la vue. La visibilité sous la surface ne dépasse pas 20 cm. Ce qui se trouve en dessous ne se regarde pas. Cela se ressent. C'est pourquoi ils avancent, comme on lit un terrain invisible. Le talon se pose d'abord. Le pied glisse avant le transfert du poids, car sous la vase peuvent se dissimuler des raies de rivière. Leurs dards se déclenchent par réflexe lorsqu'elles sont piétinées. La blessure est profonde, la douleur extrême, et les complications peuvent survenir rapidement. Les Yagua appellent cette technique « marcher en balayant ». Ce n'est pas une habitude, c'est une stratégie de prévention. Lorsque vous traversez une flaque en ville, vous ne réfléchissez pas à chaque pas. Vous marchez simplement. Les Yagua doivent, eux, calculer chaque appui, chaque déplacement de poids, sachant qu'une seule erreur peut entraîner une blessure grave, à des heures de toute assistance médicale. Dans la région du Napo, les registres médicaux indiquent que les accidents causés par les raies figurent parmi les incidents aquatiques les plus fréquents et les plus sévères. Ici, le risque n'est pas hypothétique, mais il n'est pas le seul. Dans les kochas aux eaux sombres, l'anaconda vert, Eunectes smurinus, trouve des conditions idéales. Végétation flottante, visibilité minimale et proies en mouvement constant. Dans ces systèmes lacustres, des individus de grande taille ont été documentés, dépassant 6 mètres de longueur. Chez les grands serpents constricteurs, l'élément déterminant n'est pas l'écrasement, mais l'immobilisation rapide et l'altération de la respiration et de la circulation lorsque l'enroulement est parfait. L'anaconda peut rester de longues minutes immergé sans respirer. Sa langue bifide et l'organe voméronasal lui permettent de détecter des traces chimiques dans l'eau. Dans une kocha obscure, cette faculté devient cruciale. La chasse dépend moins de la vue que de signaux subtils de l'environnement.
Ces serpents n'attaquent pas de manière indiscriminée, mais le danger augmente lorsqu'une personne est seule, partiellement immergée et à portée d'action du prédateur. Les yaguas savent quels lacs sont sûrs et lesquels doivent être évités. Dans une cocha où une anaconda est active, la décision est simple, on n'y entre pas. Et lorsque l'entrée dans l'eau devient inévitable, une adaptation remarquable s'impose. Le corps devient capteur. De faibles variations de température, de légères tensions dans l'eau ou des variations dans la consistance du fond peuvent révéler une présence proche. Il ne s'agit pas d'intuition mystique, mais d'une perception corporelle affinée au fil des années. Le caïman noir introduit une autre variable. Des adultes dépassant 4 mètres habitent ces systèmes fluviaux. Leur activité est principalement nocturne. C'est pourquoi la pêche de nuit est évitée dans les zones connues. L'obscurité empêche toute lecture fiable de l'eau. Et ce qui ne peut être interprété ne peut être anticipé. Les lacs d'eau calme imposent un défi différent. Ici, les piranhas ne sont pas de passage. Ils résident en permanence dans ces écosystèmes fermés. Lorsque vous entrez dans l'eau, vous ne traversez pas leur territoire. Vous pénétrez dans leur habitat. Les yaguas ont appris qu'en eau stagnante, l'odeur du sang ne se disperse pas. Elle persiste, se concentre, reste suspendue. D'où une règle stricte, ne jamais manipuler de poisson saignant avant d'entrer dans l'eau. Dans une cocha, l'odeur laissée sur la peau suffit. La pêche s'effectue à la lance, à l'arc ou à l'aide du barbasco, l'extrait de la racine de l'Onchocarpus nikou, qui étourdit les poissons dans les zones confinées. L'objectif n'est pas de détruire l'écosystème, mais de capturer ce qui est nécessaire et de quitter les lieux. Le corps constitue l'outil principal. La peau se ramollit après des heures d'immersion. Les vêtements humides ne sèchent pas dans un climat saturé d'humidité. C'est pourquoi la pêche s'effectue avec une tenue minimale. La langue yagua, l'une des dernières représentantes de la famille Peba yagua, possède des classificateurs linguistiques permettant de décrire avec précision formes et comportements. Dans un environnement où l'eau peut tout dissimuler, nommer avec exactitude devient une forme d'anticipation. On comprend alors que les yaguas ne défient pas le fleuve. Ils l'interprètent de l'intérieur. Nous laissons derrière nous marécages et lacs aux eaux calmes pour avancer vers un fleuve où le danger ne dépend pas d'une seule espèce, mais de plusieurs, et où l'eau impose d'autres règles. Le Xingu n'est pas l'Amazone. Il n'est ni vaste ni prévisible. Il est rapide, irrégulier, et il ne pardonne aucune erreur. Nous sommes dans l'état brésilien du Pará. Ici vivent entre 9 000 et 12 000 kayapos sur un territoire dépassant 11 millions d'hectares. Leur existence s'organise autour d'un fleuve qui s'écoule sur un lit granitique, formant des zones de rapides où l'eau s'accélère entre des blocs de roches polies. Dans ce système fluvial, un calcul erroné ne peut être corrigé. Il emporte tout. Pour les kayapos, le fleuve n'est pas seulement une ressource, c'est une frontière, la limite entre ce qui peut être maîtrisé et ce qui échappe à tout contrôle. Son comportement varie radicalement selon les saisons. En période de crue, des secteurs autrefois calmes deviennent des canaux d'une puissance hydraulique capable de déstabiliser toute embarcation légère. Les kayapos ne mémorisent pas des routes fixes. Ils mémorisent des schémas de transformation. Le pirarucu, l'un des poissons à la plus forte valeur énergétique, exige une précision absolue. Il remonte à la surface pour respirer durant quelques secondes. Le harpon doit frapper avec exactitude. À proximité des rapides, une seule erreur peut pousser la pirogue vers des courants impossibles à remonter. Quand votre survie a-t-elle dépendu pour la dernière fois de la lecture correcte de la vitesse d'un courant ? Ici, le risque ne réside pas uniquement dans les prédateurs. Il réside dans la physique de l'eau. Pendant la saison sèche, le niveau du fleuve baisse, laissant apparaître des fosses profondes entre les rapides. Dans ces zones se concentrent les poissons et les piranhas. Mais ce ne sont pas les piranhas typiques des eaux calmes.
Ce sont des piranhas confinés entre des rapides, des sections où le courant s'intensifie violemment au contact de la roche. Le Xingu, contrairement aux grands fleuves à écoulement, lent, présente un dénivelé extrême. Les rapides y transforment l'eau en une force capable d'entraîner une pirogue en quelques secondes. Lorsque les eaux se retirent, ces rapides agissent comme des barrières naturelles. Entre eux subsistent des fosses isolées, de véritables pièges hydrologiques. Confinés durant des mois dans ces espaces restreints, les poissons entrent en compétition accrue et la réactivité des piranhas face au sang ou aux vibrations s'intensifie. Des études sur le comportement des piranhas dans des systèmes à courant rapide montrent que l'isolement dans des fosses fermées favorise une agressivité accrue et une densité bien plus élevée qu'en milieu à flux continu. Les fosses isolées obéissent à une logique différente. La concentration de poissons augmente, la compétition s'intensifie, les stimuli sont amplifiés. Dans un tel environnement, une chute accidentelle peut rapidement devenir critique. Le sauvetage ne se discute pas. Il s'exécute. Les kayapos utilisent de longues perches, souvent des troncs pouvant atteindre 4 mètres, pour extraire une personne tombée à l'eau. Ils n'entrent pas dans la fosse. Jamais. Car 2 corps dans un espace restreint avec des piranhas territoriaux ne multiplient pas les chances de survie. Ils les réduisent. Un corps supplémentaire génère davantage de vibrations, davantage de mouvements, davantage de stimuli. Pour les piranhas, cela signifie menace, et la réponse est immédiate. C'est la particularité du Xingu. Ici, la géographie transforme chaque erreur en piège. Lorsque les eaux se retirent après la crue, apparaissent des lacs temporaires entourés de végétation flottante, des zones d'une productivité biologique remarquable. Et dans ces habitats vivent 2 espèces d'anacondas, l'anaconda vert, Eunectes murinus, documenté en Amazonie brésilienne avec des individus dépassant 6 mètres, et l'anaconda à taches sombres, Eunectes deschauensei, l'une des espèces les moins connues et les moins étudiées scientifiquement. Décrite pour la première fois en 1936, cette anaconda demeure rare dans la littérature scientifique. Elle habite principalement le nord du Brésil, notamment dans les États du Pará et de l'Amapá. Très peu de spécimens ont été analysés. Elle se distingue par un motif de taches plus net et plus circulaire que celui de l'anaconda verte, ainsi que par une taille légèrement inférieure. Pourtant, dans un fleuve à visibilité réduite, les différencier devient presque impossible. Pour les kayapos, ces anacondas sont des présences saisonnières. Elles ne demeurent pas toute l'année aux mêmes endroits. Elles apparaissent lorsque les eaux forment des lacs temporaires après la crue, généralement entre février et mai. Elles se déplacent avec le fleuve. Ici, nul ne progresse sans exploration préalable. Les longues perches servent à sonder avant chaque pas. Car ce qui semble être un sol stable peut n'être qu'une végétation flottante dissimulant une eau profonde. L'aguapé, Eichhornia crassip et d'autres plantes aquatiques forment des tapis denses capables de supporter de petits animaux mais instables sous le poids humain. Et sous cette couverture peut se trouver l'un de ses prédateurs. Mais une menace demeure indétectable par la simple exploration physique. L'exploitation minière illégale a introduit du mercure dans le bassin. Des recherches menées par l'Universidad Federal do Pará ont révélé des concentrations élevées chez des communautés indigènes, y compris chez des enfants, au-delà des seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Dans certaines communautés kayapo, les niveaux de mercure dans le sang dépassent 10 microgrammes par litre. Le seuil de sécurité fixé par l'OMS est de 5 microgrammes par litre. Chez les enfants, les valeurs observées sont encore plus préoccupantes. Le mercure s'accumule tout au long de la chaîne trophique. Les poissons prédateurs tels que le tucunaré et le pirarucu, piliers de l'alimentation kayapo, peuvent concentrer des niveaux des centaines, voire des milliers de fois supérieurs à ceux de l'eau environnante.
Le mercure est invisible. Il agit en silence. Ses effets neurologiques incluent la perte de coordination motrice, l'altération cognitive et des lésions permanentes du système nerveux central. Chez les enfants, l'impact peut être irréversible. Les Kayapos continuent de dépendre du même fleuve, mais le fleuve n'est plus tout à fait le même. Ils connaissent chaque courant, chaque rapide, chaque variation saisonnière. Et pourtant, ils savent qu'il existe une limite au savoir ancestral. Si ce voyage vous aide à comprendre comment l'on survit dans ces fleuves, poursuivez avec nous. Nous avons traversé des territoires où le danger peut être perçu. Ce qui suit nous mène vers un environnement où même la connaissance ne garantit aucun contrôle. Car la prochaine anaconda a été distinguée récemment par la science, alors même que les peuples qui vivent à ses côtés la reconnaissent depuis des générations. À partir d'ici, nous laissons derrière nous les derniers paysages offrant encore une part de prévisibilité. Il existe des peuples qui vivent au bord du fleuve. Les Ticuna vivent en fonction de lui. Nous nous situons sur le tronçon de l'Amazone où convergent la Colombie, le Pérou et le Brésil. Dans cette région, le niveau du fleuve peut varier de plus de 10 mètres entre la saison sèche et la saison des pluies. Durant les mois de crue, de vastes étendues de forêt sont submergées et les zones praticables se transforment entièrement. C'est pourquoi les habitations Ticuna sont construites sur pilotis, adaptées aux varzeas, ces plaines alluviales que l'Amazone inonde de manière saisonnière. Il ne s'agit pas d'un élément architectural décoratif, mais d'une réponse directe à la variabilité hydrologique de l'environnement. Les Ticuna constituent le peuple indigène amazonien le plus nombreux du Brésil, avec plus de 50 000 personnes réparties entre le Brésil, la Colombie et le Pérou. Dans de nombreuses communautés, la pirogue représente le principal moyen de transport. La mobilité fluviale n'est pas optionnelle, elle structure la vie quotidienne. On quitte son habitation et le déplacement commence sur l'eau. Le sol sous les pieds n'est pas une surface fixe, mais une frontière mouvante, soumise au rythme annuel du fleuve. Des mois d'eau haute, des mois de retrait. Ce qui hier était un sentier peut aujourd'hui devenir une eau profonde. Telle est la réalité Ticuna. Le même système qui permet la subsistance concentre également des risques écologiques permanents. Les piranhas à ventre rouge, Pygocentrus natereri, font partie intégrante de cet écosystème. Pendant la saison sèche, lorsque le niveau de l'eau diminue et que les poissons se concentrent dans des poches isolées, la compétition alimentaire s'intensifie. Dans ces conditions, les bancs peuvent réagir rapidement à des stimuli tels que le sang ou des mouvements irréguliers. Ici, le risque n'est pas exceptionnel, il est constant. L'absence d'incidents documentés ne signifie pas absence de danger, mais une interaction minutieusement régulée avec l'environnement. La survie dépend moins de la réaction que de l'évitement de ce qui ne se voit jamais. Dans les canaux secondaires et les lacs aux eaux plus sombres, vit l'anaconda vert du Nord, Eunectes acaïma. Cette espèce a été officiellement confirmée par la science en 2024, à la suite d'une expédition scientifique et documentaire menée en Amazonie équatorienne. Jusqu'alors, on pensait qu'il n'existait qu'une seule espèce d'anaconda verte. Les analyses génétiques ont révélé une réalité remarquable. L'anaconda vert du Nord est génétiquement distinct de son parent du Sud. La divergence génétique atteint 5,5%, soit plus du double de la distance génétique entre humains et chimpanzés, indiquant une séparation évolutive d'environ 10 millions d'années. Cette espèce habite l'Équateur, la Colombie, le Venezuela, le Guyana, le Suriname, Trinité et Tobago et la Guyane française. Elle est également présente sur le territoire Ticuna, dans le Haut-Amazone. Le plus grand individu documenté lors de l'expédition scientifique mesurait 6,3 mètres, bien que les communautés locales décrivent des spécimens encore plus imposants. Cette espèce privilégie les eaux lentes,
la végétation dense et les zones marécageuses, où l'embuscade devient presque impossible à détecter. Aucun cas vérifié d'attaque mortelle récente n'a été enregistré dans ces communautés, non parce que sa présence serait rare, mais parce que son comportement est parfaitement connu. Pour la science, il s'agit d'une distinction récente. Pour les ticuna, cela n'a jamais été un mystère. La pêche constitue l'axe central de la subsistance. Des espèces telles que la gamitana, le tucunaré et divers poissons-chats amazoniens sont capturés. Le pirarucu, Arapaima gigas, qui peut dépasser 2 mètres de longueur, exige une technique rigoureuse fondée sur sa nécessité de remonter régulièrement à la surface pour respirer. Le harponnage requiert une stabilité parfaite et une coordination précise. Le climat impose une pression sanitaire constante, une humidité élevée durant une grande partie de l'année et la présence documentée du paludisme dans certaines zones de l'Alto Solimo. L'accès aux soins peut nécessiter de longs déplacements par voie fluviale. La langue ticuna est tonale, une caractéristique rare en Amazonie. Les variations de hauteur de la voix modifient le sens des mots, révélant un système linguistique complexe et hautement structuré. La relation des ticuna avec le fleuve n'est pas une relation de confrontation, mais une relation d'interprétation permanente. Lire les variations saisonnières du fleuve constitue une condition d'existence. Et jusqu'à présent, cette lecture s'est révélée suffisante. Nous avons déjà rencontré 4 peuples qui comprennent leurs anacondas. Mais il existe un 5e peuple dont nous savons presque rien, parce qu'ils ont décidé que la connaissance la plus cruciale n'est pas comment survivre à l'anaconda, mais comment survivre à nous. Et sur leur territoire vivent certains des plus grands spécimens rapportés en Amazonie profonde. Préparez-vous à comprendre pourquoi ce territoire marque la limite de ce voyage. Il n'y a pas de chemin pour les atteindre. Il n'y a pas de porte, pas de protocole d'entrée, pas de moyen sûr de s'approcher. Ce qu'il y a, c'est un fleuve. Et de l'autre côté, ou à un point changeant de sa rive, vit l'un des derniers peuples en isolement volontaire de la planète. C'est le territoire des Mashco-Piro. Nous nous trouvons dans les bassins des Rio Las Piedras, Manu et Purus, dans la région péruvienne de Madre de Dios, à la frontière avec le Brésil. Leur population est estimée entre 400 et 600 personnes, bien qu'aucun chiffre ne puisse être vérifié. Ils sont nomades ou semi-nomades. Ils ne construisent pas de village permanent. Ils se déplacent. Et ce mouvement est une survie. Le Rio Las Piedras est l'axe du territoire que le monde extérieur a réussi à identifier. Des eaux troubles couleur brun foncé. La visibilité sous la surface ne dépasse pas 30 cm. Ici, voir n'est pas une option. Vous êtes debout sur la rive du Las Piedras. L'eau coule à quelques mètres de vous, dense, opaque, impossible à lire. Vous devez le traverser. Votre famille est de l'autre côté, ou la nourriture, ou le prochain campement. Il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de bateau motorisé. Il n'y a pas de gilet de sauvetage. Ce que vous avez, c'est un radeau de tronc attaché avec des lianes. Et la conscience que sous cette surface trouble habite l'un des plus grands prédateurs d'Amérique du Sud. L'anaconda vert, Eunectes murinus, habite ces fleuves. Dans les Rio Las Piedras et Manu, des observations d'anacondas de grande taille sont régulièrement signalées, avec des longueurs se situant généralement entre 6 et 7 mètres. Bien qu'il existe des récits de spécimens plus grands, les mesures scientifiques vérifiées dépassent rarement cette fourchette. Cette espèce affectionne les eaux troubles, où la visibilité réduite maximise l'efficacité de l'embuscade. Le Las Piedras réunit exactement ces conditions. Pour les Mashco-Piro, qui traversent ces fleuves à la nage ou sur des radeaux rudimentaires sans quilles ni gouvernail, ce n'est pas une statistique scientifique. C'est une condition permanente de la vie. Ils traversent sans pouvoir lire le fond ni confirmer ce qui se déplace sous la surface. L'anaconda peut être à 3 mètres, immobile sur le fond, détectant les vibrations de chaque mouvement dans l'eau. Et il n'y aurait aucun moyen de le savoir avant qu'il ne soit trop tard.
Ils traversent simplement, parce que l'alternative est de rester où ils sont. Et rester peut signifier ne pas manger. Quand vous entrez dans la mer et que quelque chose frôle votre jambe, le pouls s'accélère. Que feriez-vous si cette sensation était permanente, dans une eau où vous ne voyez pas à 30 cm, et que cette chose qui vous frôle pourrait être un anaconda de 7 mètres? C'est la vie des mashkopiro chaque fois qu'ils entrent dans l'eau. L'aguage, le fruit du palmier Mauritia flexuosa, pousse sur les terrains inondés, dans les zones marécageuses où l'eau stagne et la végétation devient dense. Ce sont les aguajales, et les aguajales sont l'habitat préféré de l'anaconda vert. Les mashkopiro entrent dans ces espaces pour récolter l'aguage. Ils marchent sur des terrains où le sol peut bouger, où ce qui semble être la terre ferme est de la végétation flottant sur une eau profonde. Chaque pas peut déclencher la réponse d'un prédateur de plus de 100 kg attendant immobile parmi la végétation submergée. L'anaconda chasse à l'affût. Elle ne poursuit pas, elle attend. Et dans les aguajales, où la visibilité est nulle et l'eau peut avoir 1 mètre de profondeur cachée sous une couche de végétation, l'erreur consiste à ne pas savoir que vous êtes sur le point de la commettre. Comment ils gèrent ce risque exact, personne ne peut le décrire avec certitude. Parce que l'accès à leur vie quotidienne est extrêmement limité, mais ils le font, chaque saison. Parce que sans aguage, la survie se complique. Combien de générations faut-il pour perfectionner un protocole où une seule erreur peut être mortelle? Les piranhas sont présents dans tous les systèmes fluviaux qu'habitent les mashkopiro. Pendant la saison sèche, lorsque le niveau de l'eau baisse drastiquement et que les poissons se retrouvent concentrés dans des mares isolées, le comportement des piranhas change. La compétition pour la nourriture devient extrême. L'agressivité augmente. Dans ces conditions, un banc de piranhas peut détecter du sang dans l'eau à distance et la réponse est immédiate. Des dizaines d'individus convergent en quelques secondes vers la source, activant une réponse collective difficile à inverser. Les mashkopiro pêchent dans ces eaux, avec un arc et des flèches, depuis la rive ou depuis des structures minimales sur l'eau. Pêcher ici exige de lire le fleuve sans le voir, détecter des ombres, des déplacements minimes à la surface, des changements dans le courant qui trahissent la présence d'un banc de poissons. On ne vise pas le poisson, on vise le mouvement qui trahit sa présence. C'est une compétence qui ne s'apprend pas en un après-midi. Elle s'hérite. Et après la pêche vient le transport. Transporter un poisson qui saigne sur un radeau, traverser le fleuve avec des restes de sang sur les mains, se déplacer dans une eau où les piranhas patrouillent les mares et les remous. Quand vous lavez un poisson acheté au supermarché, vous le faites sous le robinet de la cuisine, avec de l'eau potable, dans un évier en acier inoxydable. Les mashkopiro lavent un poisson fraîchement pêché sur la rive du fleuve, sachant que les restes de sang peuvent attirer un prédateur qu'ils ne verront pas arriver. Chaque geste a des conséquences. Chaque décision compte. Un mashkopiro qui traverse le fleuve après avoir pêché doit se laver les mains sur la terre, ferme, avant d'entrer dans l'eau. Il doit garder les poissons capturés à l'intérieur du radeau, jamais suspendus dans l'eau avec une corde. Il doit éviter d'entrer dans l'eau avec des blessures ouvertes, aussi petites soient-elles, en saison sèche. Ce ne sont pas des normes culturelles abstraites. Ce sont des protocoles de survie accumulés au fil des générations. Parce qu'ici, attirer un banc de piranhas vers le radeau au milieu d'une traversée n'est pas une anecdote qu'on raconte après. C'est une erreur qui peut faire chavirer l'embarcation si la réponse est la panique plutôt que le contrôle. Mais le plus grand risque auquel ils font face ne vit pas dans l'eau. C'est un agent pathogène respiratoire pour lequel ils n'ont pas d'immunité acquise.
Les modèles épidémiologiques documentés chez d'autres peuples amazoniens au cours du XXe siècle montrent qu'une infection bénigne pour une population immunisée peut tuer entre 20 et 50% d'une population, sans exposition préalable en l'espace de semaines. Un rhume, une grippe. C'est pourquoi l'isolement n'est pas de la peur. C'est la seule défense contre un ennemi qu'ils ne peuvent combattre ni avec des arcs, ni avec la connaissance du fleuve. Le Rio Las Piedras est cette frontière, mais la menace réelle ne vient pas de l'eau. Elle vient d'en haut, des routes qui avancent depuis Madre de Dios, des concessions forestières et minières. Ici, l'erreur ne naît pas dans le fleuve. Elle naît en dehors de lui. Et ce ne sont pas nous qui en assumons les conséquences. 5 peuples, 5 fleuves, des anacondas qui n'ont pas besoin d'être vus pour imposer le respect, des piranhas qui n'ont pas besoin de mesurer plus de 20 cm pour transformer l'eau en territoire. Nous avons vu les Matsigenka évaluer chaque traversée comme si c'était la première. Les Yaguas avancer dans des lacs obscurs en lisant le fond avec leurs pieds. Les Kayapos interprétaient le courant du Singu comme s'il s'agissait d'un texte vivant. Les Ticuna s'adaptaient aux poux annuels de l'Amazone, construisant leur vie là où le sol disparaît pendant des mois. Et les Mashkopiro maintenirent la distance comme leur dernière forme de défense. Rien de tout cela n'est de l'improvisation. C'est une connaissance accumulée et appliquée en temps réel, une adaptation qui ne s'arrête pas. Dans notre vie quotidienne, le risque est amorti. Si le fleuve monte, il y a des alertes. Si nous tombons malades, il y a des hôpitaux. Si le pont cède, quelqu'un le répare. Eux ne disposent pas de ce filet de sécurité invisible. Ils comptent sur l'observation, sur la discipline, sur l'expérience transmise de génération en génération. Nous mesurons le progrès en infrastructure. Eux le mesurent en survie. Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir comment ils parviennent à coexister avec les anacondas et les piranhas. Peut-être que la question est de savoir ce que nous avons perdu en cessant de lire directement l'environnement que nous habitons. Maintenant, nous voulons savoir quelque chose de vous. Lequel de ces peuples vous a le plus marqué? Connaissiez-vous ces réalités avant de voir ce documentaire? Laissez-nous votre réflexion dans les commentaires. Si ce voyage vous a aidé à regarder la nature autrement et que vous considérez que ces communautés méritent le respect, vous pouvez le soutenir avec un like et en partageant ce documentaire. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour continuer à explorer des territoires où chaque décision compte. Parce qu'en Amazonie, aucune traversée n'est définitive. Et ce que nous avons à peine effleuré aujourd'hui n'est qu'une partie de ce qui reste encore caché. Rendez-vous à la prochaine traversée.